Géopolis Télévision dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, le journal. Ce journal vous est présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Un seul titre, ce soir, madame, monsieur, Joseph Kabila qui rencontre l'opposition congolaise réunie à Nairobi pour parler bien sûr de la situation en République démocratique du Congo. Vous aurez plus de détails dans ce journal. Voilà, messieurs, c'est donc un plaisir pour moi de vous retrouver pour cette livraison d'actualité. Bienvenue. Le délégué de la RDC et l'AFC M23 ont procédé ce mardi à la signature du mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu sous la facilitation du Qatar. Ces mécanismes comprennent représentants de la RDC et de l'AFC M23 ainsi que deux observateurs du Qatar, des États-Unis d'Amérique, de l'Union africaine et de la communauté de la région de Grand Lac. Vous aurez donc plus de détails dans notre prochaine édition. Et puis, je viens de l'annoncer en titre, condamné récemment par la haute cour militaire, l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, a tenu une réunion politique ce mardi 14 octobre au Kenya. Autour de lui, plusieurs personnalités également en difficulté judiciaire ou présentées comme exilées, telles que Matata Ponyo, Franck Diongo, José Makila et Raymond Chibanda, ont participé à cette rencontre. Cet événement ravive les spéculations sur l'émergence d'une stratégie politique commune de l'opposition orchestrée depuis l'étranger. Suivez. Ce mardi 14 octobre, plusieurs figures issues de l'ancien Front commun pour le Congo se sont réunies autour de l'ancien chef de l'État de la capitale kenyane. Parmi les participants figurent José Makila, Raymond Chibanda, Némi Mouilania, Patience Saïba, Félix Kabange-Numbi, Joseph Mukumadi, Moïse Nyarungabo, Franck Diongo et Jean-Claude Mvwemba. Autre présence notable, celle de Matata Ponyo, l'ancien Premier ministre resté silencieux ces derniers mois, signe ainsi son retour dans l'arène politique nationale. Au menu de discussion, l'état de la gouvernance sous Félix Tshisekedi, la situation sécuritaire préoccupante dans l'est du pays, marquée par l'activisme du groupe armé AFC M23, ainsi que la perspective d'une récomposition de l'opposition. Cette initiative intervient alors qu'une partie de l'opposition continue de plaider pour un dialogue national inclusif sous la médiation de confessions religieuses, une option jusqu'ici rejetée par le président Tshisekedi qui pose comme condition préalable la désignation explicite de l'agresseur de la RDC. Ces rassemblements, au-delà de son contenu, marquent le retour sur le devant de la scène de Joseph Kabila qui s'était montré discret depuis la fin de son mandat en 2019. Son initiative kenyane s'inscrit dans un contexte judiciaire tendu. Le 30 septembre dernier, il a été condamné à mort par la haute cour militaire pour trahison, apologie du terrorisme et participation à un mouvement insurrectionnel. Si cette condamnation suscite encore de nombreuses interrogations sur le plan politique et juridique, elle ne semble pas avoir freiné les ambitions de Kabila, bien décidé à peser de nouveau dans le jeu politique congolais. Et ce retour politique remarqué de l'ancien président Joseph Kabila est loin de faire l'unanimité au sein d'une opposition dont il semble vouloir incarner le leadership. L'absence de plusieurs figures du premier ordre au sein de cette opposition a fait présager de possibles défis d'unité dressés sur la trajectoire de l'ex-chef de l'État, José Junior Ouattara.
Malgré sa condamnation le 30 septembre dernier par la Haute Cour militaire à Kinshasa, l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, ne semble pas vouloir capituler. En dépit de cette rentrée politique remarquée ce mardi à Nairobi, Kabila n'a pas non plus fait le carton plein. Plusieurs leaders politiques de l'opposition, pourtant conviés pour la plupart, ont carrément boycotté la messe. Moïse Katumbi, Délice Sanga, Jean-Marc Kabunda Kabunda ou encore Martin Fayulu n'ont pas fait le déplacement de la capitale kenyane pour des raisons aussi variées que singulières. Nonobstant ces snobs, Kabila, embourbé dans des démêlés judiciaires, pourra-t-il récolter une moisson au prorata de ses ambitions? Rien n'est moins sûr en tout cas pour l'instant. Entouré de ses anciens et actuels collaborateurs, Joseph Kabila n'aura pas réussi à intégrer dans son giron les figures d'envergure pour peser sur la balance, selon les observateurs. Ce qui risque de limiter la portée de cette démarche, qui à tout prendre devrait faire parler d'elle par le simple fait d'avoir été pensée et matérialisée par un ancien président de la République devenu l'un des principaux opposants au régime Tshisekedi. Kabila, pour qui un dialogue national inclusif devrait être une aubaine en perspective d'un retour à la normale, après sa condamnation à la peine capitale pour haute trahison et crime de guerre, a-t-il encore de marge de manœuvre pour éviter l'exécution de sa peine? Autant de questions que se posent bon nombre d'observateurs. C'est donc dans cette logique que nous recevons pour vous Don Momat, journaliste à Géopolis Forum. Don Momat, bonsoir. Bonsoir, M. Blaise Kozola. Alors, on a vu Joseph Kabila rencontrer les opposants politiques à Nairobi. Comment comprenez-vous cela? Quelle est votre analyse par rapport à ça? Alors, on peut dire qu'il s'agit d'une bonne nouvelle de voir Joseph Kabila réapparaître, si on peut le dire ainsi, à Nairobi, entouré des opposants. Pourquoi une bonne nouvelle? Certaines personnes à la maison pourraient me classifier quelque part. Non, de façon objective, il s'agit d'une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que ça nous donne au fait trois éléments. La première des choses qu'aujourd'hui, le premier élément que nous pouvons tirer de cette réunion, de ces conclaves de l'opposition autour de Kabila, c'est que ça permet finalement d'apporter la clarification du jeu politique. Clarification, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait identifier clairement le groupe politique qu'il y a au Congo. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'on a l'Union Sacrée, qui est présidée par le président Félix Tshisekedi. À côté de l'Union Sacrée, l'autre groupe qu'on a sur le plan politique, sur la scène politique à l'égir pour être plus précis, c'est l'opposition radicale non armée. Et cette opposition radicale non armée n'a pas un seul leader, il y a plusieurs leaders. On peut citer Sanga, Martin Fayulu, Seth Kikouni, Moïse Katumbi, qui d'ailleurs ne participent pas à ces conclaves convoqués par Joseph Kabila. Et justement, il y a un troisième groupe. C'est peut-être trop dur la manière dont je l'ai classifié, mais on va le dire. Kikouni a quand même participé au conclave. Oui, je parle de Martin Fayulu, c'est Sanga et Katumbi. Et Katumbi. Et donc, il y a un troisième groupe, c'est celui qu'on peut qualifier d'opposants alliés et armés. On va le dire ainsi, puisque certains soutiennent la thèse selon laquelle Joseph Kabila a serré les commentaires du M23, c'est que lui rejette. Et donc, on va rester à ces trois catégories. Donc, on a aujourd'hui, clairement sur la scène politique congolaise, on a trois groupes. L'Union Sacrée, présidée par Félix Tshisekedi, l'opposition radicale non armée qui a plusieurs têtes, et l'opposition sans leader. Et l'opposition avec plusieurs leaders, on va le dire ainsi, et l'opposition alliée et armée, qui est au fait chapeautée aujourd'hui clairement par Joseph Kabila. Deuxième chose que l'on peut tirer de ces conclaves, c'est que finalement, ça révèle le mystère qu'il y a autour de l'adhésion politique. Est-ce que au Congo, l'adhésion politique s'est faite par intérêt? C'est quel intérêt finalement? Est-ce par idéologie? Quelle idéologie finalement? Puisque remarqué parmi les personnes ayant répondu à cette invitation, il y a quelqu'un comme Franck Diongo. Franck Diongo, je vous rappelle, condamné, qui croupissait en prison sous le régime Kabila, libéré sous le régime Tshisekedi, et aujourd'hui il se retrouve être l'allié de Kabila. L'allié de Kabila. Donc, ce qui est paradoxal. Finalement, on ne comprend pas sur base de quoi les
les unions se font et se défont sur le plan politique en RDC. Hier, Moïse Katumbi qui était l'allié de Tshisekedi, aujourd'hui qui ne l'est plus. Qu'est-ce qui a changé et tout? On ne comprend pas. Le mystère est tout entier. Et finalement, la troisième chose, c'est que c'est cette clarification de positionnement est aussi en réalité une préparation au dialogue à venir. Vous le savez, au niveau international, tout le monde parle du dialogue. Au niveau interne, tout le monde parle du dialogue. Et même le président, même s'il dit, le dialogue sous ces formats-là, je n'en veux pas, mais il y a quand même ces besoins-là qu'il exprime d'un dialogue. Et donc, tôt ou tard, finalement, il y aura un dialogue dans ce pays. Et donc, chacun est en train de se positionner pour participer, pour prendre part active à ces dialogues. Et ce n'est pas un hasard si ce conclave est organisé ce lundi 14 octobre. En même temps, c'est mardi 14 octobre, en même temps que, comme vous l'aviez annoncé dans les premiers éléments du journal, on a la signature. Le délégué de l'RDC, ceux de c'est de l'AFC sur le mécanisme de mise en place du cessez-le-feu. Et en même temps, vous savez, actuellement, on le dira certainement au cours du journal, jeudi, ce semaine se trouve, la première ministre se trouve aux États-Unis pour participer au sommet USA-RDC, où on va parler également politique, où on parle, disons, politique, économie, et donc tous ces événements se sont un peu rassemblés, quoi. Oui, effectivement. Donc ce n'est pas un effet du hasard. C'est comme ça que je disais, c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque ça nous permet à nous tous de voir un peu clair, puisque nous tous nous voulions voir clair finalement où va la scène politique congolaise. En tout cas là, on a plus ou moins un début de réponse. Où va la scène politique congolaise? On aura encore plus de réponses dans le prochain jour. Domomat, nous vous remercions pour votre intervention. C'est moi qui vous remercie. On va continuer dans le dossier Kabila. Au-delà de la ville, la capitale kenyane Nairobi est réputée pour abriter plusieurs rencontres des oppositions politiques de la RDC. En mars 2019 déjà, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe lançaient à Nairobi leur plateforme Cap pour le changement, en rupture avec l'accord de Genève. En décembre 2023, c'est encore à Nairobi qu'émerge l'alliance Fleuve Congo, portée par Corneille Nangaa. Ici, mardi 14 octobre, voici l'ex-président congolais Joseph Kabila réunir quelques figures de l'opposition autour de lui. Domomat. À chaque fois, la capitale kenyane apparaît comme un lieu de bascule où naissent des alternatives, de contre-propositions et parfois des tensions, car ces initiatives venues de Nairobi irritent Kinshasa, qui observe d'un œil inquiet leur répétition. La diplomatie congolaise a toujours dénoncé une forme d'ingérence tacite et s'agace du silence du gouvernement kenyan. Mais Nairobi revendique le droit d'être une terre des dialogues sans prendre position officiellement. Ces face-à-face feutrés entre Kinshasa et Nairobi s'installent dans le temps, révélant des lignes de fractures autant que de jeux d'influence. Loin d'être le fruit du hasard, la récurrence de ces rencontres au Kenya traduit un glissement stratégique. L'opposition y trouve de l'espace, du souffle et un climat propice à la récomposition. La tolérance affichée par Nairobi lors des nominations au sein des consulats kenyans, notamment dans la zone sous occupation rebelle, n'était pas de nature à consolider des relations diplomatiques avec la RDC. Et ce n'est pas qu'une affaire des politiques. Dans l'imaginaire congolais, Nairobi est aussi un symbole immortalisé dans la chanson Naki Nairobi de Mbiliabel. Elle y raconte son désir de voyager pour secourir une amie tombée dans la douleur, loin de Kinshasa, une chanson prisée, très populaire des deux côtés de la frontière. Nairobi apparaît donc comme un lieu où naissent des alternatives et des dialogues, mais cette attention portée hors de Kinshasa ne soulève-t-elle pas la question essentielle? Où se trouve réellement le cœur des décisions et des changements pour le Congo? La capitale congolaise, au centre des enjeux, ne reste-t-elle pas la véritable clé pour l'avenir du pays, malgré les dynamiques qui s'installent ailleurs? Au-delà, cette énième tentative d'alliance va-t-elle raviver les dernières tensions nées entre Kinshasa et Nairobi dans la foulée de la création de la rébellion Alliance Fleuve Congo? Les analyses sont formelles. La réunion des oppositions autour de Joseph Kabila, un condamné à mort sur le sol kenyan, ne devrait pas laisser indifférents les autorités congolaises. Et nous l'avons annoncé tout à l'heure avec Domomat, en mission officielle aux États-Unis, la première ministre Judith Suminwa participe au premier forum économique d'investissement RDC-USA. Représentant le président Félix Tshisekedi, elle a exposé les opportunités d'affaires offertes par la RDC dans un contexte de diversification économique et d'amélioration du climat des affaires, accompagnée d'une délégation
relations gouvernementales, Madame Souminois, a plaidé pour un partenariat gagnant-gagnant avec les États-Unis, mettant en avant leurs réformes engagées, un nouveau code d'investissement et les secteurs clés tels que le mine, l'énergie, l'agriculture, les infrastructures et la technologie. Les technologies. Le forum vise à renforcer les liens économiques et historiques entre les deux pays en capitalisant sur un marché congolais de près de 100 millions de consommateurs. Et puis, l'actualité politique africaine n'est pas un frein, mais un test de cohérence pour les investisseurs, leçon tirée de l'expérience congolaise et les thèmes exposés par le directeur général adjoint du Fonds de promotion de l'industrie, Blaise Mastaki Birindoa, lors d'un colloque de haut niveau sur les investissements extractifs dans les zones de conflit tenu du 8 au 10 octobre 2025 à Kolwezi. Suivant. À Kolwezi, capitale du cuivre et du cobalt, s'est tenu du 8 au 10 octobre 2025 un colloque international consacré à la sécurisation des investissements extractifs en zone de conflit. Parmi les intervenants de haut niveau, le directeur général adjoint du Fonds de promotion de l'industrie, Blaise Mastaki Birindoa, a livré une communication remarquée sur le thème « L'actualité politique africaine n'est pas un frein, mais un test de cohérence pour les investisseurs. Leçon tirée de l'expérience congolaise ». Pour lui, les réformes politiques ou réglementaires en Afrique ne traduisent pas une instabilité, mais une affirmation de souveraineté économique. Il cite notamment la révision du Code minier congolais de 2018 qui a permis une meilleure redistribution des revenus entre l'État, les provinces et les communautés locales. Le DGA du FPI a rappelé que les Congos ne veut plus être un simple exportateur des minéraux bruts. Grâce à l'appui du FPI, plusieurs unités locales de transformation se développent dans le Haut-Katanga, le Lualaba et l'Ituri, renforçant ainsi la création de valeur ajoutée sur le sol national. Je signale en passant qu'il n'y a aucune institution de développement financier ici en RDC qui offre de meilleurs taux comme le FPI. Par exemple, toutes les femmes bénéficient des 4% l'an, plus 12 mois de période de grâce pour réussir leur projet industriel. Il n'y a aucune raison aujourd'hui. Et je constate tristement qu'ici dans la région, on n'a pas de projet, même sur la table de mes collègues ici sur place. Donc je vous encourage de passer à l'autre étape, apporter des projets pour ce financement à des meilleures conditions qu'aucune banque commerciale ne pourrait vous offrir sur toute l'étendue de notre territoire congolais. Passons à l'étape de transformer quelque chose dans notre pays. Et votre pays est là, disposé, avec des fonds qui proviennent de vous, de vos importations, pour financer vos projets à travers toute l'étendue du territoire congolais. Que vous soyez étranger, tant que votre société est de droit congolais, nous vous finançons. Le FPI accompagne également la stabilisation des zones post-conflit, notamment à Beni, Butembo et Bunia, prouvant que le développement économique est un facteur de paix durable. Un partenariat stratégique avec l'ANSER permet désormais d'apporter de l'énergie aux zones industrielles les plus isolées. Enfin, Blaise Mastaki Birindoa a conclu que la stabilité juridique et la prévisibilité des règles économiques sont devenus les nouveaux atouts de la République démocratique du Congo. La gouvernance économique précède la stabilité politique, a-t-il souligné, saluant les avancées du pays en matière de climat des affaires. Depuis Kolwezi, les travaux des colloques confirment une conviction. L'Afrique n'est pas un risque pour l'investissement, mais une opportunité de cohérence et de croissance partagée. Retour à Kinshasa pour changer de registre. Vous vous êtes peut-être ou pas retrouvé un jour face à cette situation, particulièrement dans la capitale congolaise, où deux cadavres jonchant à même le sol sans aucune prise en charge. Les cas deviennent de plus en plus fréquents au marché central de la capitale. La rédaction de Géopolis Télévision a été alertée d'un cas similaire. Suivez ce reportage de Gigi Nende et Chouchou Kaoa.
Lors de la réunion présidée par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, qui a connu la participation des responsables du secteur des finances, de l'économie et des représentants de chauffeurs en RDC, il a été annoncé que désormais une grille tarifaire sera établie par les autorités pour accorder les prix de transport en fonction de la baisse de prix des carburants et l'appréciation de la monnaie congolaise. Bien que les secteurs aient été marqués par ces réformes, la situation ne semble pas s'améliorer. Aujourd'hui, comme autrefois, la population se trouve butée à un problème alors que les prix de transport ne changent pas. Cependant, certains chauffeurs justifient cela par les embouteillages qui regorgent Kinshasa. Pour embouteillage, et ça là, que le transport est un peu moins licolo. Pour ceux qui les ont appelés, ils sont facilité par rapport. Mais le quoi que ça là, par exemple, ils prennent peut-être 1500. Nous sommes 2 heures de temps dans là, au père de tout bénéficier. Le problème est que Banzela tout est bloqué. Presque total biso Banzela tout la route principale biso tout est bloqué. Bon, après ça va. D'autres demandent aux autorités d'améliorer notamment les infrastructures routières avant d'établir une grille tarifaire qui leur est propre. Bon, c'est une bonne initiative et c'est le quoi qui tombe à l'ingba salama. Il faut pas que n'angoti na suka. Il faut pas que soit babi ba sala eloko wana ezakitoko makasi mais bango pe il faut ba landela ba conditions oya biso. L'appréciation de la monnaie sans baisse des prix de transport ne fera qu'enfoncer le couteau dans la plaie. Pour une population qui a du mal à s'adapter à la conjoncture du pays, cette situation ne fera qu'aggraver les choses. Il est crucial que les autorités en place prennent des dispositions adéquates pour pallier à ces problèmes. Vous avez plutôt suivi l'élément de Rosie Chioyo où elle disait plutôt que dans les rues de la ville de Kinshasa, le chauffeur de taxi affirme que le prix de transport est fixé en fonction du temps parcouru pendant le trajet, alors que ces secteurs est marqué par la baisse de prix de carburant ainsi que l'appréciation du franc congolais. Il peine encore à se stabiliser au niveau tarifaire. L'élément de Chouchou Kawa, vous l'aurez dans notre prochaine édition. On va à présent parler du sport, mesdames, messieurs. Le Léopard de la République démocratique du Congo peuvent aller au barrage alors que nous vous présentons ce journal. Le score est d'1-0 en faveur de la République démocratique du Congo face au Soudan. Le but a été marqué par Théo Bongonda, pendant que dans l'autre match du groupe, il y a le Sénégal qui mène face à la Mauritanie 2-0. Faisons maintenant place à la page internationale. De janvier en septembre 2025, les exportations tunisiennes sont restées quasi stables à 46,4 milliards de dinars. Les industries mécaniques, électriques et minières sont les secteurs ayant enregistré une progression notable sur la période. Suivez. Le déficit commercial de la Tunisie se creusait de 24% au cours de 9 premiers mois de 2025, atteignant 16,7 milliards de dinars contre 13,5 milliards de dinars un an plus tôt. C'est ce que révèle le dernier rapport de l'Institut national de la statistique publié vendredi 10 octobre dernier. Cette détérioration résulte principalement d'une hausse des importations qui ont grimpé à 63,1 milliards de dinars contre 59,9 milliards de dinars sur la même période en 2024. En comparaison, les exportations sont restées quasi stables, passant de 46,4 à 46,41 milliards de dinars. Les importations tunisiennes ont été principalement tirées par la demande en biens d'équipement, les matières premières et demi-produits, ainsi que le bien de consommation. En l'inverse, les achats de produits énergétiques et des produits alimentaires ont diminué. Concernant les exportations, plusieurs secteurs clés, notamment l'énergie et l'agroalimentaire, ont reculé. La chute de vente de produits pétroliers raffinés et d'huile d'olive a pesé sur la balance. Seules les industries mécaniques, électriques et minières ont affiché une performance positive sur la période étudiée. Concernant les relations commerciales, l'Union européenne demeure le premier partenaire de la Tunisie, concentrant 70,3% des exportations et 43,2% des importations, bien
bien que les exportations vers certains pays comme l'Italie ou l'Espagne aient reculé. En revanche, les échanges commerciaux se sont renforcés avec des partenaires régionaux tels que la Libye, l'Algérie et le Maroc. Faisons place à présent à la revue de presse avec la sélection et les commentaires de Don Momat. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ouvrons cette revue sur une note sécuritaire. Dans un climat sécuritaire de plus en plus tendu, rapporte ce journal, l'ambassadeur de la RDC à l'ONU, Zenon Mukongo Ngai, a interpellé le Conseil de sécurité ce lundi 13 octobre. Il dénonce les soutiens actifs du Rwanda au M23, évoque le massacre, les violences sexuelles et exige le retrait immédiat des troupes rwandaises. En complément, Kinshasa réclame des actions concrètes, notamment un mécanisme international de contrôle sur l'exploitation illégale des ressources naturelles. Pendant ce temps, la référence plus, les États-Unis, la Chine et le Pakistan appellent à un cessez-le-feu immédiat et sans condition dans l'est du pays. Le phare s'arrête sur un incident survenu à Goma. 4 cambistes du marché Birere ont été arrêtés pour avoir appliqué des taux de change de Kinshasa, soit entre 1800 et 1900 francs congolais les dollars, bien en dessous des taux locaux imposés autour des 28 000 francs congolais. Une répression que les autorités justifient par la nécessité de faire respecter la réglementation. Sur le même sujet de l'appréciation du franc congolais face au dollar, la Prospérité publie un éditorial appelant à une mobilisation citoyenne en faveur du franc congolais, présenté comme un symbole de souveraineté économique. Mais au-delà de la défense du Mwanampo, le journal insiste sur l'urgence d'une transformation plus profonde, la transition vers une économie cashless, moins dépendante du liquide, plus moderne et résiliente. Dans un tout autre registre, pour finir, l'agence congolaise de presse revient sur le forum économique RDC-États-Unis qui se tient le 14 et 15 octobre à Washington. Judith Suminwa, première ministre, y représente le président Tshisekedi. Elle y défend un partenariat stratégique avec les États-Unis dans la continuité d'un accord validé par Donald Trump. Ces partenariats visent non seulement la diversification économique, mais aussi la consolidation de la paix et du développement. Fin de cette revue. Merci de votre attention et à demain. C'est donc la fin de ce journal, un seul rappel de titres avant de nous séparer. Vous l'avez suivi dans ce journal que l'ancien chef de l'État congolais Joseph Kabila a rencontré l'opposition réunie à Nairobi à ses côtés pour parler de la situation en République démocratique du Congo. Vous avez donc eu plus de détails avec des éléments de Don Momat et de José Junior Ouawa notamment. C'est donc la fin totale de ce journal. Madame, messieurs, merci de l'avoir suivi. Une pensée pour ce soir. Mieux vaut avoir un proche que tu maîtrises bien qu'un ami hypocrite. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par Fonds de promotion de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.